30, on démarre. Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir d'être ici avec vous. Merci d'être dans cette salle, car manifestement, vous avez été attirés par sens, bien-être, performance, impact. Donc, merci à vous d'être là et bravo. Nous allons passer 45 minutes ensemble à parler de projets, donc très concrets, sur la base de l'ingénierie du leadership éthique, qui est ce qui nous réunit et un certain nombre d'autres collègues ici sur ce salon. Donc Eric, ici, je laisserai présenter son projet, et Carole également, qui va se présenter dans une minute. Mais avant ça, alors tout d'abord, petit point logistique, désolé, mais c'est important. Si vous souhaitez poser des questions à la fin, il y a donc sur le site de ProDurable, vous cliquez sur l'atelier, vous cliquez sur lien interaction ou un truc comme ça, interaction conférence, et vous pouvez en mode chat poser les questions qu'on essaiera de lire. L'autre option un peu plus simple et plus humaine, c'est de parler directement, parce que la sono est bonne dans la salle, donc si vous parlez même du fond de la salle à voix suffisamment haute, nous vous entendrons, témoignages des collègues qui ont fait des confs les autres jours dans les autres salles. Ceci étant dit, voilà, on va vous parler de leadership éthique et des projets qui sont réalisés sur cette base. De quoi parlons-nous? Eh bien, en fait, le leadership éthique, c'est une ingénierie qui répond aux besoins fondamentaux et universels des êtres humains pour contribuer positivement à répondre aux grands enjeux mondiaux. Et nous savons tous qu'il y en a plus. Et je fais juste un peu de teasing, puisque Carole, à la fin, vous reparlera de ces besoins fondamentaux en tant que repères et outils que nous utilisons. Et nous ferons un peu d'essaimage au fur de nos présentations. C'est une approche globale, logique, humaniste, qui remet véritablement l'humain au cœur des préoccupations et des stratégies, alors d'entreprise, de structure, d'organisation. Voilà, le modèle économique importe peu. Et c'est une ingénierie qui mobilise le potentiel de chacun. Donc on ne va pas être juste dans la résolution de problèmes, on va être vraiment dans l'activation du potentiel des personnes, des dirigeants, des managers, des salariés, de nos interlocuteurs en général. Nous allons travailler le savoir-être. Donc pour résoudre les situations et modifier les savoir-faire, nous allons passer par le savoir-être. Et là encore, vous aurez des clés tout au long et à la fin de cette conférence. Ça nous permet de développer de nouvelles compétences, les compétences liées au savoir-être, évidemment en repositionnant les savoir-faire, et d'offrir la plus haute qualité de services et de produits. Donc brièvement, qui avez-vous devant vous? Moi, je suis Véronique Chabernaud, je suis médecin, je suis la fondatrice et la dirigeante de société Créer la Vitalité, et je suis, sur les bases du leadership éthique, spécialisée dans la prévention et l'innovation santé, et je parlerai tout à l'heure de vitalité, vous verrez pourquoi. Je passerai la parole ensuite à Carole qui va se présenter brièvement. Bonjour à tous. Donc, je suis Carole Belleuil. Je suis la fondatrice du cabinet de conseil et formation en leadership éthique qui s'appelle Ethical Way, donc le chemin vers l'éthique. Et voilà, c'est issu d'un repositionnement. Peut-être vous retrouverez dans mon parcours où je cochais toutes les bonnes cases, mais j'étais très, très performante et même avec une certaine satisfaction de ce que je faisais dans mon travail, avec beaucoup d'énergie. Et finalement, la question du sens est venue vraiment frapper à ma porte, très très régulièrement. Et j'ai croisé le chemin du leadership éthique et j'ai trouvé, en tout cas pour moi, une approche et des réponses et une manière de répondre à ma quête de sens. Et donc, Ethical Way forme bien sûr dans les entreprises, mais j'ai eu à cœur tout particulièrement de travailler avec les jeunes en école, en université, en me disant, si on forme dès à présent les jeunes à cette question du sens et de la contribution, eh bien ça changera les entreprises dans lesquelles ils vont aller ou celles qu'ils vont créer. Voilà, et je vous en reparle tout à l'heure. Et je passe la parole à Eric Allemand qui va se présenter lui-même et nous parler d'un premier projet. Merci Véronique et merci Carole. Donc moi aussi je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour vous apporter ce témoignage du parcours et surtout des projets que nous menons chez Incubéthique. Et donc, avant de vous parler de ces projets, donc quelques mots sur Incubéthique et tout de suite sur le sens, puisque c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Donc moi, après une vingtaine d'années dans les services à l'environnement, je me suis formé au leadership éthique avec quelques camarades qui sont présents avec moi aujourd'hui sur le stand ProDurable. Et j'étais interpellé à l'époque, déjà il y a plus de 10 ans, sur les conséquences du dérèglement climatique.
Donc à l'époque, juste avant, on avait eu quelques interpellations. Par exemple, Jacques Chirac, notre président, qui, au sommet de la Terre de Johannesburg, nous avait interpellés en disant, et les autres dirigeants du monde entier, en disant « la maison brûle et on regarde ailleurs ». Et les interpellations étaient là, mais après, on peut se poser la question de qu'ont fait les dirigeants par la suite. Et Jacques Chirac était peut-être celui qui nous a interpellés et lui avait pris conscience de ces enjeux. Par contre, par exemple, j'étais frappé de voir, quand j'ai creusé ces sujets, que nous avions d'autres présidents, comme George Bush, qui à l'époque disait « Le mode de vie américain n'est pas négociable, hors de question de changer quoi que ce soit dans nos modes de vie ». Et donc pour moi, le sens de créer Incubétique quelques années plus tard, en ayant pris conscience des enjeux qui allaient se produire, et aujourd'hui, je pense que 10 ans après ou 15 ans après, on voit ces conséquences. On voit que ces conséquences sont beaucoup plus fortes pour les pays du Sud, qui sont parfois 25 fois plus impactés en termes d'impact négatif que nous dans les pays du Nord. On se dit, oui, c'eût été bien que les dirigeants se mettent en piste plus tôt. Donc après, on peut faire le reproche aux dirigeants, ou on peut choisir à son niveau de se dire que peut-on faire. Et c'est la décision que j'ai prise à l'époque de dire je vais créer Incubétique. Donc j'ai quitté le groupe où j'étais, il y a eu une opportunité pour cela. Et je me suis dit, voilà, moi je vais trouver du sens dans mon entreprise en innovant face aux conséquences du dérèglement climatique, en accompagnant les entreprises pour prendre ce virage. Et du coup, la vision du projet, c'était agir pour de nouvelles solutions énergétiques et environnementales. Et ce qui me touchait aussi, c'était la dignité des personnes, la qualité de vie, du vécu des personnes. Donc j'ai ajouté dans cette vision que ce projet devait être au service de la dignité pour tous. Donc c'est ce qui a guidé la création de mon entreprise en 2009. Donc après, on passe en transition du monde des services à l'environnement au dérèglement climatique. Donc la première chose qu'on a pu faire, et c'était un peu comme aujourd'hui, une période de crise après 2008-2009, donc les gens étaient vraiment focalisés sur le court terme. Donc on leur a apporté déjà une première vision qui était nous allons accompagner les entreprises et les collectivités à réduire votre facture énergétique. Parce que ça, on peut le faire tout de suite. Vous allez tous d'accord pour le faire. Et la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Donc on a commencé par de l'audit énergétique, de l'accompagnement à de l'ISO 50001, à piloter des travaux en efficacité énergétique dans l'industrie, le transport et le tertiaire, pour progressivement aller vers des projets plus intégrés. Et là, on parle aujourd'hui, en 2016, d'un projet d'économie circulaire où on a travaillé avec un syndicat sur une unité de valorisation énergétique. C'est les vieux incinérateurs, mais le terme, c'est les UVE. Et en réfléchissant, en optimisant le fonctionnement de cet outil, nous nous sommes dit, voilà, il y a de l'énergie qui est inutilisée, et c'était la volonté du syndicat de regarder comment utiliser cette énergie perdue qu'elle est aux petits oiseaux. Et donc, en 2016, nous avons dit, voilà, le sens pour nous, c'est de réussir à contribuer à transformer l'essai de ce pari de réutilisation de cette chaleur qui pouvait servir à chauffer 30 000 habitants, une petite ville de 30 000 habitants, sauf qu'on était au milieu de la campagne et qu'il n'y avait pas de ville autour. Donc nous sommes allés chercher un projet, un industriel qui s'implante à côté. C'est un des projets qu'on a choisi de vous présenter aujourd'hui pour illustrer comment on met en lien nos convictions avec ces valeurs humaines et surtout les besoins fondamentaux de l'individu. Donc ça, c'était 2016. Et quand on a dénoué ce projet et piloté ce projet pendant quelques années, on a abouti à la création qui est en train de se produire maintenant de 150 emplois en milieu rural. Et là, très vite, s'est posé la question de la mobilité. Parce que c'est bien de favoriser le retour ou le maintien à l'emploi de 150 personnes, mais en milieu rural, si on n'est pas sûr que la mobilité est accompagnée, ça peut être un vrai frein de retour à l'emploi. Et c'est comme ça que nous avons eu l'idée, en réfléchissant avec mes équipes, à dire comment est-ce qu'on peut créer encore plus d'impact. Et donc nous avons décidé de lancer une offre qui s'appelle Mobiléthique et qui démarre aujourd'hui en 2020 pour accompagner 7 zones d'activité qui se créent, mais au-delà de celles-là, 18 autres en France,
pour justement permettre aux salariés et aux salariés modestes d'accéder à une écomobilité. Et c'est le deuxième exemple qu'on a choisi de vous présenter. À la source de ces projets et de cette entreprise, il y a le savoir-être, c'est-à-dire que moi, je n'y suis pas arrivé non plus naturellement à ces choix. J'ai travaillé, je me suis formé, j'ai travaillé sur moi, j'ai été sensibilisé justement à ces sujets, et c'est grâce à cette formation et cette sensibilisation que j'ai pris ces décisions. Donc, j'insiste un peu là-dessus, mais le sens, il est surtout lié au savoir-être du dirigeant. Donc, sens, est-ce qu'on peut le concilier avec la performance et l'impact? Eh bien, aujourd'hui, quand je regarde dans les rétroviseurs, et c'est parfois bien de voir 10 ans en arrière ce qui a pu être fait, on voit aujourd'hui qu'on est présent, que nous avons accompagné plus de 800 clients en France. On a créé 25 emplois directs. On a économisé ou participé à des projets qui permettent, quand on prend le cumul de l'économie d'énergie sur l'ensemble des projets que nous avons pilotés et sur lesquels nous sommes intervenus, on a économisé l'équivalent de 6 TWh CUMAC. Alors pour vous, ça ne représente pas grand-chose. Sachez que c'est ce que consomme une ville comme Strasbourg pendant 1 an. Donc du coup, quand on a ce chiffre-là, on se dit « Ah, quand même !» Parce que effectivement, on additionne un tas de projets, mais c'est bien parfois de comptabiliser, de se dire finalement qu'a-t-on créé. Et au-delà des impacts directs, nous avons contribué à de l'emploi par l'insertion, nous avons accompagné un tas de clients à se former sur le management de l'énergie et à être certifiés. Nous avons accompagné des projets de création d'entreprises, une vingtaine, et nous avons, sur un projet RSE avec la société Berthaud, créé un projet de la page blanche sur l'accompagnement de jeunes en situation de décrochage. Donc ça, c'est un projet RSE. Donc ça vous donne la largeur de spectre de l'intervention d'Incubétique. Et sur le projet d'Ecocir de l'As, qui était le projet de création d'emplois à partir de récupération de chaleur fatale, donc là, aujourd'hui, après 5 ans, on arrive maintenant à la conclusion. Donc on a signé il y a 1 mois l'ensemble des contrats qui vont lancer la construction de 7 hectares de serre. Donc ils vont effectivement récupérer ces 30 000 mégawattheures annuels de chaleur. Et ça va permettre très vite de créer une centaine d'emplois, et 150 à terme, avec un environnement de coopération entre le syndicat qui est le propriétaire de l'outil, son exploitant, la communauté de communes qui a accueilli l'industriel qui porte les serres, le syndicat d'énergie Maine-et-Loire qui a amené l'énergie de secours. Et dans ce cadre-là, on s'est dit on peut aller un peu plus loin. Et donc nous avons décidé, avec toutes les parties prenantes, de créer une station gaz naturel pour véhicules, donc qui va permettre de passer à un carburant non énergie fossile et donc renouvelable pour l'ensemble des entreprises et des collectivités du secteur, que nous pilotons aussi, plus des synergies avec des projets de méthanisation dans le quartier. Donc ça vous donne la performance d'un projet qui a été piloté, mené patiemment en intégrant toutes les parties prenantes. Et Mobiléthique, eh bien, de cette idée et de cette conviction de dire que peut-on amener concrètement face à cette problématique de la mobilité des salariés modestes, eh bien, nous allons aujourd'hui accompagner 18 ZAC, c'est 200 entreprises, ça sera 2000 salariés concernés. L'idée, c'est de bien sûr changer la vie de ces personnes, de faire la démonstration que face à la volonté du ministère d'aller vers l'écomobilité, de créer une boîte à outils performante avec tous les retours d'expérience pour créer l'impact maximum pour ces personnels. Quand on parle d'améliorer le quotidien de salariés modestes de 400 € à 1 900 € par an, eh bien, quand on voit que ces personnes peuvent avoir 300 € de frais de dépenses sur un salaire qui est proche du SMIC, c'est pas neutre. Et si on arrive à faire gagner par ce projet 150 € de pouvoir de vie à la fin du mois, on se dit tiens, ça valait le coup d'essayer et ça valait le coup de porter ce projet. Alors quel lien
avec justement les outils dont vous parlait Véronique et qui vont vous être détaillés par Carole. Eh bien, c'est ce qu'on va voir en rapprochant justement différentes facettes du projet. Donc Ecocir, c'est effectivement un développement économique local, un projet de transition énergétique, une revitalisation au niveau local, parce que ce que nous dit le maire et le président de la Comcom, il dit, moi, un projet qui crée 150 emplois dans une zone rurale où j'ai 15-16% de taux de chômage, je n'en vois pas 2 dans ma mandature. Donc ils sont tous extrêmement motivés pour voir ce type de projet se réaliser. Et c'est ce qui nous a permis de tenir, malgré toutes les difficultés que nous avons rencontrées. Et nous avons constitué un comité de pilotage pour, avec toutes les parties prenantes, on était parfois 35 à des comités de pilotage pour fédérer l'ensemble de ces personnes pour faire réussir le projet. Alors, qu'est-ce qu'on a amené dans ce projet? Eh bien, on vous parlait des besoins fondamentaux qui sont valables, que vous soyez à l'AS où on mène ce projet ou à l'autre bout du globe. Eh bien, vous voyez, c'est 7 besoins. Je vais prendre quelques exemples pour ne pas vous les détailler tous, mais on a parlé bien sûr de santé alimentaire, de produire local des tomates et des concombres de qualité, sans intrants chimiques. Donc ça ne peut pas être bio parce que c'est sous serre, mais c'est une production qui va être locale. On va arrêter de faire venir des tomates d'autres pays parce qu'on est capable de les produire en France. Et si, au lieu d'utiliser du gaz pour chauffer la serre, on utilise une énergie qui va être à coût proche de zéro, eh bien, ça va donner une pérennité et une sécurité, finalement, pour le porteur du projet. Parce que lui, il a l'assurance que pendant 15 ans, l'énergie pour chauffer la serre, ça lui coûte à peu près zéro. Donc, par rapport à acheter du gaz pour chauffer sa serre, il n'y a pas photo. Sauf qu'il fallait cheminer et franchir tous ces obstacles. On a apporté également un accès à la connaissance, parce qu'un projet d'économie circulaire, tout le monde en parle, mais pour le mener à bien, vous voyez qu'il nous a fallu 5 ans de travail. Des aspects techniques, des aspects humains, aller réconcilier des positions entre les agriculteurs locaux qui disaient « Ah, mais vous allez nous voler notre eau, donc nous, on ne va plus avoir assez d'eau pour nos projets ». Donc il a fallu en 3 semaines qu'on leur fasse la démonstration qu'un projet comme ça allait recycler 75% de l'eau et qu'il allait y avoir suffisamment d'eau pour tout le monde. Et leur dire après à ces agriculteurs, mais si nous on recycle 75% de l'eau sur notre projet et vous êtes à zéro, est-ce qu'il n'y a pas matière vous aussi à faire des efforts? Donc il a fallu faire cohabiter, discuter et échanger toutes ces personnes sur un nombre important de sujets pour la réussite. Il a fallu inclure tout le monde. Le sujet, c'est d'inclure les salariés locaux. Le but du jeu, c'est de trouver 150 emplois, non pas qui vont venir des pays étrangers pour cueillir les tomates, mais que ce soit les personnes localement qui puissent accéder à ces emplois. D'où le fait d'accompagner sur la mobilité. Et finalement, quand on regarde, j'en ai pris vraiment la conscience lors de la signature, et j'aurais aimé que ces présidents de syndicats ou ces présidents de Comcom soient à mes côtés aujourd'hui, mais malheureusement, dans le contexte, c'était difficile à organiser. Mais lors de la signature, ce qui était finalement l'aboutissement de ces 5 ans de travail, nous avons vu un président de syndicat qui avait rêvé de ce projet il y a 10 ans et qui est parti parce que les élus arrivaient en fin de mandature avec la satisfaction d'un projet qui était accompli, d'une UVE qui était exemplaire, qui va rejoindre les 10% en France des UVE les plus performantes au plan de l'énergie et qui peut dire, voilà, j'ai contribué moi, avec la vision que j'ai eue il y a 10 ans, à faire naître ce projet dans ma zone rurale. Et pareil pour les maires et les autres élus et les syndicats. Et donc, il y avait une satisfaction très forte de voir que ce projet avait pu aboutir. Le deuxième projet, l'illustration, c'est Mobiléthique. Donc Mobiléthique, comme je vous l'ai dit, il s'agit de regarder comment favoriser finalement la mobilité de ces personnes en zone rurale, de ces salariés. Et donc nous avons fait le choix d'accompagner des zones d'activité. Donc on s'adresse à toutes les entreprises d'une zone d'activité et nous allons les accompagner pendant 18 mois à un plan de déplacement inter-entreprise. Donc nous allons interroger tous ces salariés, construire un plan de développement construit entre toutes ces entreprises et mettre en place pendant 18 mois toutes les solutions d'écomobilité. Vélo,
marche pour ceux qui sont à côté, mais en milieu rural, quand on vient de 10, 20, 30 km, ce n'est pas toujours possible. Mais il y a le vélo, assistance électrique quand c'est moins de 10 km. Et après, il y a un tas d'autres solutions, transport à la demande, covoiturage, autopartage en véhicule électrique et GNV. Nous allons proposer toutes ces solutions. Et nous allons surtout les accompagner pour en assurer la réussite. Donc là, il s'agit de faire du et, c'est-à-dire à la fois répondre à un enjeu de diminuer l'énergie fossile, parce que c'est dans ces zones rurales 88 ou 90% des salariés qui viennent en voiture, et ils viennent souvent de loin. Et c'est une contribution au plan du retour et au maintien à l'emploi. Donc là aussi, quand on regarde de quoi il est question, quand on a bâti ce projet, on s'est dit il y a des sujets de santé. Parce que quelqu'un qui est depuis 20 ans est habitué, comme peut-être nos générations, on a eu la facilité d'avoir pour certains un véhicule de fonction, donc on ne se posait même pas la question de venir tous les jours au bureau ou au travail en voiture. Eh bien, c'est comment changer ses comportements, faire le lien entre la santé dont on va parler Véronique versus le fait d'avoir un mode de vie statique et sédentaire. Leur faire prendre conscience aussi à ces salariés que s'ils font des efforts pour diminuer leur consommation, c'est peut-être aussi pour que les conséquences du dérèglement climatique soient moins fortes à l'autre bout du monde. Donc on va y associer des projets solidaires dans la mise en œuvre des projets. Ça va être prendre en compte l'aspect de la sécurité. On ne met pas quelqu'un sur un vélo sans s'assurer que sur ces aspects-là, il ait bien pleinement conscience et qu'il soit accompagné. On va travailler sur l'équilibre et le bien-être de ces salariés, le pouvoir d'achat. Bien sûr, c'est un sujet de respect d'environnement, d'augmentation des énergies renouvelables, d'où le choix de mettre en place un parc de véhicules électriques et GNV qui va relier avec d'autres synergies. Et puis, c'est l'accès à la connaissance, parce que qu'est-ce que nous ont dit les salariés interrogés? Ils ont dit, nous, on aimerait bien faire du covoiturage. Ça marche comment? L'appli, elle est où? Comment on se met demain matin à faire du covoiturage quand on ne connaît pas, quand on ne se connaît pas, quand on ne connaît pas l'entreprise d'à côté? Donc tout ça, ça passe par de l'animation, et c'est justement ce lien-là que nous venons, avec nos équipes, mettre en place pour assurer la réussite de ces projets. On va parler d'inclusion aussi, puisqu'on veut proposer un système qui soit à un coût très bas pour les salariés modestes. Et l'idée, en quelque sorte, c'est que tout le monde puisse se bâtir, se construire autour d'un projet de qualité. Donc ce projet va se déployer. Je serai vendredi pour choisir la ZAC sur laquelle on va déployer dans les Pays de Loire ce beau projet. Les Pays de Loire ont décidé d'être partenaires et de retenir 5 zones d'activité pour le déployer. La région Bretagne est partante également. Et nous allons également le déployer en Île-de-France et à Bordeaux où nous sommes implantés. Donc dans les semaines et les mois qui viennent, nous allons voir qui est partant avec des parties prenantes, donc les collectivités, les régions, et aussi des partenaires techniques pour intégrer tous ces partenaires pour la réussite de ce projet. Et si je fais le lien sur le savoir-être, bien sûr, un des aspects qui pour nous sera prépondérant, ça sera d'accompagner les utilisateurs justement sur la formation au savoir-être. Parce qu'on ne change pas de mode de transport sans d'abord trouver du sens, on en a parlé, mais aussi à progresser chacun sur son savoir-être, parce que du covoiturage, si la première fois que vous prenez quelqu'un, il a 15 minutes de retard, et la deuxième fois, il a un comportement qui n'est pas exemplaire, le covoiturage, il s'arrête très vite. Donc il y a X exemples et sujets sur lesquels le savoir-être va être au cœur et au centre. Et nous, l'idée, c'est en sortie de ce programme, avoir toutes les bonnes pratiques pour pouvoir guider les entreprises qui le souhaiteront ou les collectivités à cette mise en place exemplaire. Donc nous allons les accompagner pendant 12 mois et nous allons fédérer un projet solidaire autour de la biodiversité, de la protection de l'environnement, pour donner du sens et motiver tous ces salariés à passer à l'action. Donc, est-ce que concilier sens, performance et impact, c'est possible? Vous avez compris,
j'ai l'intime conviction que oui, c'est possible. Et le sujet, c'est surtout rester connecté finalement au cœur. C'est-à-dire à un moment donné, j'ai pris, et vous demain, vous prendrez une décision de dire ça fait du sens pour moi. C'est pas le cerveau qui décide, c'est souvent, comme le disait le Petit Prince, le cœur. On ne voit bien qu'avec le cœur. Et on part de là dans les démarches de repositionnement sur nos projets. Après, la deuxième chose que j'ai envie de vous dire, c'est choisissez le et pas le ou. Ne faites pas le choix entre la fin du monde et la fin du mois. C'est un slogan que vous avez vu sur les banderoles des Gilets jaunes. Mais quand on dit nous, on respecte tous les besoins fondamentaux, on ne les hiérarchise pas. Donc on se dit, il faut qu'on réponde, nous devons répondre à tous ces enjeux en même temps. Et finalement, si nous faisons ça et nous sortons, c'est-à-dire on est dans une démarche vraiment de leadership éthique, eh bien nous allons pouvoir avoir un résultat économique qui, bien souvent, ça sera la bonne surprise, sera une récompense et sera à la hauteur des ambitions qu'on a eues. Et pour faire tout ça, l'idée, c'est de rester connecté à la vision de départ, et c'est ce que nous essayons de faire chez Incubétique. Je vous remercie. Alors effectivement, allô. On vous a parlé de besoins fondamentaux. Eric a commencé à faire allusion à la santé, qui est effectivement quelque chose qui importe à tout le monde. On parle beaucoup de santé et en fait, j'aime bien remettre un peu la pyramide sur sa base. Aujourd'hui, et je rappelle que je suis médecin, donc je n'ai pas été formée à ça, la santé, selon l'OMS, c'est un état complet de bien-être physique, mental et social qui ne se résume pas à l'absence de maladie ou d'invalidité. Je vous engage à regarder les chiffres de la santé autour de vous. Je ne parle pas du Covid. Et vous me direz si nous sommes en pleine santé. Or, en plus classiquement, aujourd'hui, la santé, dans l'inconscient collectif ou dans la compréhension collective, c'est plutôt conçu comme une sorte de capital physique et psychique plus ou moins important au début de la vie et qui, inéluctablement, avec les années, va se dégrader, s'éroder, et la médecine va tenter d'en réparer les dégâts peu ou prou au fil du temps. C'est pas très enthousiasmant. Hein. D'ailleurs, on a un ministère de la Santé qui devrait plutôt s'appeler ministère de la Pathologie, hein, juste pour être clair, parce que 95% des ressources sont dédiées à la pathologie. Donc, voilà, juste pour dire dans quel paradigme nous vivons. Donc moi, je parle de vitalité. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est notre état physiologique, c'est ce pourquoi nous sommes faits. Nous devrions vivre, selon des études scientifiques, environ 100 à 120 ans en bonne santé et en pleine vitalité. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire être en forme physique, émotionnelle, relationnelle, mentale, intuitive, créative, sociale, environnementale, et j'en passe. Donc vraiment sur l'ensemble de nos besoins fondamentaux. C'est notre nature, c'est pas forcément ce que nous vivons, mais c'est notre nature. Ce potentiel vitalité, il est inépuisable. Il suffit de regarder parfois des gens handicapés qui en fait ont une pêche à nous donner des leçons à nous tous. Donc c'est vraiment une notion différente et en général beaucoup plus enthousiasmante et sur laquelle je travaille. Alors je la travaille où ? À 360 degrés auprès du grand public, parce qu'il y a aujourd'hui d'immenses enjeux de compréhension, de connaissance, de repères clairs en matière de santé et de vitalité. Faites le test autour de vous, demandez à n'importe qui, grand ou petit, dirigeant, salarié, qui vous voulez retraiter, qu'est-ce que c'est la santé ? Faites le test. À votre avis, quelle est la réponse ? Dans, 9 cas sur 10, en étant généreuse. C'est être pas malade. Et en général, on me répond comme ça. C'est être pas malade. Moi, perso, c'est pas pour ça que je me souhaite agir. Donc, le grand public, d'énormes besoins. La médecine, parce que nous avons trempé dans une autre barrique qui est celle de la pathologie. Et donc, ça a besoin, tout ce métier a besoin d'être repositionné. Non pas qu'il faut y arrêter de soigner les malades, mais si on pouvait être moins malade et beaucoup plus dans la prévention, il y aurait quand même pas mal de choses à améliorer. La recherche médicale qui a aussi besoin d'être repositionnée. Les assurances santé, alors ça se développe, il y a de plus en plus de prévention santé. J'ai moi-même œuvré auprès de 2 assureurs mutualistes
pour créer des choses différentes, et les entreprises, au sens large, qui ont un rôle évident à jouer en matière de santé. Alors, comme je ne pourrais pas vous raconter mes 15 ans de créer la vitalité en 2 minutes, ça va être compliqué. Je vais juste vous donner 2-3 exemples. Le premier, alors, j'étais cadre dirigeant dans l'industrie pharmaceutique. Ne me jetez pas de cailloux, s'il vous plaît, merci. Pendant... le format a changé. Une bonne petite vingtaine d'années. Et en étant formée au leadership éthique pendant ces années-là, moi aussi, comme Eric vous le disait tout à l'heure, je suis passée par un certain nombre de prises de conscience. Travail sur la santé, ouais, pas surtout sur la maladie. Moi, je suis cancérologue. J'étais en charge de la cancérologie. Donc, voilà, des choses assez sérieuses quand même. Et en étant finalement au fil des années interpellée, Eric tout à l'heure vous parlait du travailler sur le savoir-être du dirigeant, moi j'ai été interpellée sur Véronique, quand tu crées des business plans là, à 5 ans et 10 ans et que tu crées de la croissance à 2 chiffres que je délivrais très bien d'ailleurs, moi et mes équipes, ça repose sur quoi? Vous voyez, le leadership éthique, c'est ça. Et là j'ai eu un grand moment d'inconfort. Alors, prendre de la part de marché aux copains, c'est classique. Et la croissance des cancers. Ça peut paraître horrible, mais tous, autant que nous sommes dans nos milieux classiques, nous ne voyons pas ces énormités. J'étais médecin cancérologue et je ne le voyais pas. Et surtout, je ne le ressentais pas. De ce jour-là, je me suis dit, soit je referme la porte et je ne la réouvre plus jamais, soit j'avance sur la prévention. J'ai décidé d'avancer. Ce qui n'est pas forcément facile et confortable. Et donc, dans ce cadre, dans mes dernières années dans l'industrie pharma, on a eu l'occasion de faire une très belle opération de train exposition qui circulait sur toute la France sur de la prévention santé. Super. Mais bon, si on changeait la vie des gens en 20 minutes de visite d'une expo, ça se saurait, ou il y en aurait plus. Bon, voilà. Donc, ça ne suffit pas. Donc, quand on est venu me voir, moi, patronne de business unit, en me disant « il faut que tes équipes en parlent, machin », d'accord. Mais j'ai dit « non ». S'il n'y a pas des vraies actions de prévention au passage de ce train. 2 ans avant, je n'aurais pas dit non, j'aurais fait ce qu'on m'a dit. Donc, j'ai monté très vite, avec une collègue dans la com, un vrai gros projet d'appel à projet de prévention primaire, pluripartenarial, privé-public, innovant, mesurable, enfin, un truc assez costaud, avec un comité scientifique, entre guillemets, non discutable, et puis on était en pleine synergie de fusion. C'est assez rare qu'on obtienne des budgets supplémentaires dans ces périodes-là. En général, on vous demande plutôt combien vous n'allez pas dépenser. J'ai obtenu 1 million d'euros pour permettre à 7 projets, enfin nous avons permis avec le million d'euros à 7 projets lauréats sur 33 de voir le jour. Qui ont bénéficié donc uniquement à des familles et des enfants, parce que c'était dans la charte de départ. Et il y a 50 000 personnes en France qui ont pu bénéficier de ces projets concrets, pratiques de prévention primaire dans toute la France. Et ce projet a été répliqué, alors que j'étais plus là d'ailleurs, 2 ans après, puisqu'en fait, ce que ça a créé, ce sont des ouvertures de portes incroyables, puisque les institutionnels ne voulaient jamais parler à la pharma, les milieux en dehors du monde médical pur, personne ne voulait parler à la pharma, ce qui peut s'entendre. Et en fait, ça a permis de créer des tas d'autres projets basés sur autre chose que le médicament et de changer complètement l'image de l'entreprise, en tout cas à ce moment-là. Et là aussi, évidemment, on répond à des enjeux de santé, à des enjeux d'inclusion de tout le monde, puisque là, on a inclus toutes sortes de partenaires, depuis l'éducation nationale, les mairies, là aussi, des institutions de toutes sortes, le milieu médical, paramédical, autour de projets fédérateurs. Donc ça, c'était un exemple. Et puis, je travaille aussi beaucoup en entreprise. Ça rejoint aussi ce que disait Eric tout à l'heure. Pourquoi travailler sur la vitalité en entreprise ? Alors, en parlant de vitalité, c'est physique, émotionnel et psychologique et environnemental. C'est-à-dire c'est l'ensemble. Donc, on voit bien comme projet comme celui-là travaille, par exemple, la santé environnementale, la santé émotionnelle, parce que les gens vont se sentir bien, et des collaborateurs en bonne santé, en bonne vitalité, ça paraît évident, mais sont motivés et performants. Et on sait aujourd'hui, ça c'est malheureusement très bien connu, que le non-emploi
C'est un facteur reconnu de non-santé physique et psychologique. Et là encore, vous voyez, quand on crée des emplois en plus dans de telles conditions, eh bien, on répond aussi à des enjeux de santé et de vitalité. Et puis, vous voyez, sur un panel très très large d'interventions, plus récemment, parce que les circonstances sont celles-ci, on m'a demandé d'accompagner des managers et des collaborateurs au retour sur site, très angoissés, très anxiogènes comme situation. Est-ce qu'on revient, est-ce qu'on ne revient pas, dans quelles conditions, qu'est-ce qu'on craint, qu'est-ce qu'il faut faire, très compliqué. Et avec des gens, en fait, en mauvaise forme, en mauvaise santé, pour plein de raisons. Ils avaient trop mangé, pas assez bougé, ils avaient travaillé comme des fous, ils avaient accompagné les enfants en plus. Donc des gens très fatigués, très stressés et surstressés par le retour. Donc webinaire d'1 heure. Bon, je vais faire ce que je peux, webinaire d'1 heure. Mais vous voyez, c'est ça le truc, c'est de dire, OK, j'ai 1 heure. De quoi ont-ils besoin? C'est quoi leur plus grand besoin si je peux les aider en 1 heure? Donc j'ai tâté un peu le terrain, j'ai récupéré leur baromètre RH, etc. Et en fait, j'ai vu qu'il y avait à la fois de l'inquiétude, beaucoup d'inquiétude, et beaucoup de non-connaissance. Donc en 1 heure, il fallait que je réponde à ces enjeux de non-connaissance et d'inquiétude. Et en fait, en très peu de minutes, finalement, je leur ai vraiment donné quelques clés de qu'est-ce que c'est la santé et la vitalité, déjà pour qu'ils aient ce repère positif. Qu'est-ce que c'est le stress et le burn-out? Parce qu'on entend parler un peu tarte à la crème, mais personne n'a de définition claire. Une fois qu'on sait clairement ce que c'est et qu'on en connaît les signes et les symptômes, alors nous pouvons agir. Donc on a fait ça pendant 1 heure. J'ai fait les managers et les collaborateurs pour qu'il y ait un terrain commun. Et en fait, à ma pas surprise, mais vraiment, j'étais très contente. Le lendemain, on a eu un retour qu'un collaborateur avait du coup auto-détecté qu'il n'était pas loin de péter un câble et d'être en burn-out, qu'il a pu le dire à son manager, que le manager a pu lui dire hop, 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 sur ces bases-là, tu restes chez toi, tu te reposes, arrête de travail. Et le manager lui-même a fait je crois que moi aussi, ça ne va pas très bien. Donc, vous voyez, oui, parfois, ce sont des grandes actions un peu complexes et longues, mais à partir du moment où le ressenti est là, et la réponse aux enjeux et aux besoins fondamentaux est là, on peut vraiment aider les gens, parfois vite, parfois moins. Je passe la parole à Carole, qui va clôturer. Il me reste très peu de temps. Alors, vous avez beaucoup entendu parler, voilà, pendant cette Eric et Véronique, par rapport à ces besoins fondamentaux, ces 7 besoins fondamentaux. Alors, quand vous les regardez comme ça, vous dites, c'est évident. Tout le monde a besoin d'être en bonne santé, en sécurité, d'être respecté, d'être inclus, de pouvoir se réaliser. Voilà, c'est évident. Mais en leadership éthique, la question va être, dans les projets, d'incarner ces repères. Et donc, si ça fait des années que nous travaillons et que nous continuons à nous former, c'est parce que ça n'a de sens que si c'est vécu et que c'est incarné dans vos projets. C'est une démarche, comme vous l'a montré Véronique, dans le domaine de la santé, dans l'économie circulaire. Si vous étiez à la conférence hier, vous avez sans doute vu avec Kinomé que c'est appliqué dans le domaine de l'agroalimentaire, comme avec le programme des Nations Unies. Donc c'est vraiment des repères qui sont transposables dans n'importe quel secteur d'activité, à condition que ça parte comme base du positionnement du dirigeant. Et il est question là d'ouverture, d'accéder au ressenti, parce qu'en fait, c'est vraiment la question de se dire, si je me mets à la place de ces personnes, de quoi ils ont vraiment besoin. Et moi, j'arrive peut-être avec mes idées préconçues de ce à quoi ils ont besoin. Mais en fait, c'est vraiment ça. Donc, ce sont des compétences, voilà, d'ouverture du cœur, de ressenti, de non-jugement, et qui amènent à ce moment-là vraiment à avoir une vision globale des projets. Ce qui fait que le projet d'Eric, ce n'est pas juste un projet environnemental, mais qu'il couvre vraiment tous les besoins. Et donc, à partir du moment où on parle du positionnement du dirigeant, on parle de savoir-être. Alors, moi, j'interviens beaucoup en école de commerce, université, incubateur, et on me dit « Ah oui, le savoir-vivre ». Non, le savoir-être, ce n'est pas le savoir-vivre, ce n'est pas être poli et être gentil avec la dame. Le savoir-être, c'est vraiment ma manière d'être. Donc, c'est ma façon d'être au quotidien, ma façon d'envisager les choses, ma façon d'être en cohérence entre ce que je pense, ce que je ressens au fond de moi, ce que je dis et ce que je fais. Et en fait, ça se sent
quand c'est incohérent. Et en fait, si vous devez retenir une image, c'est comme un sachet de thé. Le sachet de thé, quand vous mettez de l'eau bouillante, forcément, ça ne suit pas, il s'infuse dans la tasse. Eh bien, le sachet de thé, c'est votre savoir-être. Eh bien, il s'infuse absolument dans 100% de vos savoir-faire, dans 100% des projets, dans 100% des situations qui vont être concrètement révélées. Voyez ? Et donc, la vraie source d'innovation et au cœur du leadership éthique, c'est ça. C'est vraiment de se dire, c'est par la qualité de mon savoir-être que je vais avoir accès et améliorer la qualité des projets. Et c'est là où réside vraiment l'innovation. Et c'est là que vous ressentez aussi que ce n'est pas juste une boîte à outils dans les savoir-faire, c'est vraiment un travail qui demande de l'entraînement, de la rigueur, mais qui est, comme vous l'avez senti, je pense, extrêmement épanouissant, parce qu'il amène à la création de sens et de cohérence. Alors, le leadership éthique, c'est une ingénierie. C'est-à-dire que le leader éthique, vraiment, va être celui qui, en tout premier lieu, son moteur, ça va être d'apporter la réponse aux besoins fondamentaux des êtres humains. Puis, comme vous le voyez, on n'est pas virtuel, on a les pieds bien collés au sol. Donc, évidemment que derrière, ça va se traduire par l'efficacité, la réalité économique qui suit. Nous avons tous des entreprises que nous avons envie de voir prospérer, des salariés à traiter avec respect en termes de rémunération aussi. Donc, c'est inclus, mais le premier moteur, c'est celui du cœur. C'est celui de vraiment la contribution. Et pour cela, en fait, un des repères très importants du leadership éthique qu'ont activé Véronique et Eric dans les projets qu'ils vous ont montrés, c'est en fait, est-ce que j'ai ou pas pleinement conscience de mon potentiel. Le plein potentiel, on appelle en leadership éthique les 4 niveaux de potentiel. Pas juste ma faculté à super bien faire des fichiers Excel et à raisonner, etc., mais ma capacité à utiliser tous mes sens, le ressenti, à utiliser également mon corps, ce qu'il me signifie, et de pouvoir avoir vraiment une vision globale par rapport à ça. Et en fait, derrière ce potentiel et ce savoir-être, il y a des trésors d'innovation. Et les ressources insoupçonnées, elles sont vraiment là. Voilà, et c'est tout le travail. Donc, moi, je dis à mes étudiants, ce n'est pas une formation, c'est un entraînement. Voilà, c'est un entraînement à développer des nouvelles compétences que, je pense, nous avons à peu près tous jamais développées quand nous étions à l'école. Donc, c'est le moment. Et puis, un tips également, c'est nous avons tous la capacité à nous repositionner, même si des fois, c'est inconfortable de se rendre compte, de prendre conscience. Une question que vous pouvez noter précieusement, cette question, c'est au fond, de quoi est-il vraiment question ? Et cette question vous ramène vraiment à l'essentiel et balaye aussi les peurs qui pouvaient être là. Et enfin, dans tous ces projets, nous avons un référentiel qualité. Beaucoup d'entre vous sont passés sur notre stand en nous parlant de qualité environnementale, RSE. Nous avons un repère de qualité qui s'appelle la qualité globale à dimension humaine, c'est-à-dire en intégrant vraiment l'humain au cœur de la qualité. Donc maintenant, je voulais juste, je vous passe les détails, mais je vous raconterai un exemple de repositionnement dans un réseau de crèches, où il y avait un très fort absentéisme et ce que ça a produit par la suite. Et maintenant, je voulais vous laisser 15 secondes, parce qu'on est timé, pour vous permettre de vous poser, vous, la question. Là où je suis, qu'est-ce que vous avez envie de repositionner dans vos projets ? Là, si vous prenez 20 secondes pour y réfléchir, dans vos projets, dans vos entreprises, qu'est-ce que vous auriez envie de repositionner en tenant compte des besoins fondamentaux ? Et deuxième question, pour y arriver, qu'avez-vous besoin, à votre avis, de faire évoluer dans votre savoir-être ? Je vous souhaite une bonne maturation. Peut-être 10 secondes pour si quelqu'un veut prendre la parole à travers son masque. Et sinon, nous vous retrouvons avec grand plaisir pour continuer, parce que c'était très court, sur le stand PU70 avec toutes les entreprises du leadership éthique. Merci beaucoup. Merci à vous.